Il est le fondateur de la maison de la diaspora marocaine. Quand il parle des Marocains du monde, ses yeux brillent. Il ne vit et ne respire que pour eux. Jamal Belharrach est l'invité de la rédaction aujourd'hui. Il est en direct de Casablanca avec nous. Jamal Belharrach, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui vous passionne, d'un sujet qui vous passionne. On va parler des Marocains du monde. Et dans son discours du 20 août, à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le roi Mohamed VI a lancé un appel pour renforcer, disons, l'inclusion économique des Marocains du monde. Vous, qui avez longtemps vécu à l'étranger avant de sauter le pas pour venir vous établir au Maroc, comment avez-vous reçu cet appel ? Tout d'abord, ce qu'il faudrait rappeler, c'est que Sa Majesté, dès son accession au trône, a vraiment clamé son affection pour la diaspora marocaine à travers le monde. Il a très vite compris que la diaspora était un élément important de la nation. Et comme sa mission, une de ses missions en tout cas, ça a été toujours de co-construire cette nation avec ses différences, cet appel est venu renforcer justement cette affection et surtout la manière dont l'appel a été reçu. C'est un appel fondamentalement structurant pour l'avenir du pays, puisqu'on a très vite compris que les 6 millions de Marocains qui vivent à travers le monde aujourd'hui sont un actif important pour le pays, au-delà, je dirais, des devises et transferts qui sont envoyés chaque année. Donc c'est un appel important qui va marquer l'année 2022, bien évidemment. Et je pense que ça augure de belles perspectives pour cette communauté. Et dans son discours, toujours, le roi Mohamed VI a adressé un bilan de l'action des institutions dédiées aux Marocains du monde qui pourrait sembler sévère. On a l'impression que les réponses apportées ne sont plus tout à fait adaptées aux attentes. Écoutez, il ne vous a pas échappé que le monde avait changé en 2022 par rapport à ce qu'il est depuis 25 ans. Là, ça a évolué à une vitesse relativement rapide. Je pense qu'il y a un ensemble d'actions qui ont été menées jusqu'à maintenant. Mais comme le monde change, il est important aussi de changer l'approche et la relation avec notre diaspora pour essayer de garder ce lien qui est important. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire revisiter l'ensemble des politiques publiques qui ont été initiées. Ce n'est pas les critiquer, c'est simplement les challenger pour co-construire définitivement une nouvelle doctrine pour aborder ce siècle aujourd'hui et à partir de 2023 avec une approche différente. Pour quelles raisons? D'abord parce que la sociologie de cette diaspora a fondamentalement changé. On est quasiment à la 5e génération, voire la 6e bientôt, que les attentes sont complètement différentes. On n'est plus dans une logique d'une diaspora qui est partie, qui va revenir. Elle s'est sédentarisée. Elle est aujourd'hui, elle fait partie des nations, des pays de résidence. Et auquel cas, il faut avoir une approche nouvelle, disruptée et en même temps faire en sorte que ce lien qui ne va jamais se distendre. Parce que fondamentalement, quand vous avez grandi, quand vous êtes né à l'étranger, le Maroc est dans vos veines. Et c'est ça qui est important. Et Sa Majesté l'a très vite compris. Et je pense qu'on doit bâtir là-dessus. On vient de le voir récemment par rapport aux événements sportifs. Mais la diaspora aujourd'hui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit sur sa marocanité. Elle est marocaine dans le sang jusqu'à la mort. Sur le plan administratif, nous allons y revenir. Les consulats restent le principal trait d'union, vous l'avez dit, avec le pays d'origine. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur leurs services? Ont-ils évolué avec les besoins des Marocains du monde? Ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que notre ministère des Affaires étrangères a initié un ensemble de transformations. Il a d'abord commencé par changer un peu ou faire évoluer les profils de nos consuls. Et pour en avoir côtoyé quelques-uns, radicalement, ce ne sont plus les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant dans certains consulats des profils qui sont adaptés aussi à l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, il y a la relation au quotidien, le côté administratif qui effectivement doit aussi évoluer. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce au digital, on peut accélérer la mise en place d'une dynamique qui fasse que les membres des diasporas aujourd'hui aient une vie beaucoup plus facilitée, n'aient pas besoin de venir au Maroc pour régler leurs problèmes administratifs, mais puissent le régler à partir de leur pays de résidence. Ça, c'est un point qui est stratégique, qui est archi structurant. Et aujourd'hui, que ce soit le big data, la blockchain, permet de sécuriser ces relations. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est la proximité et l'intimité. Et je pense qu'on doit développer cette proximité, cette intimité avec nos organes consulaires
consulaire à travers le monde, parce que le lien aussi, il est autour de la culture, il est autour de l'éducation, et ça c'est fondamental, voire même demain, un certain nombre de sujets qui peuvent venir sur la table pour créer ces conditions qui fassent que la diaspora se sente toujours incluse dans la nation, dans le cadre de ses politiques publiques, et qu'elle ne soit pas complètement extraite de cette dynamique-là qui aujourd'hui voit que le Maroc change, mais en même temps, elles ne se sont pas partie prenante de ce Maroc qui change. Et l'appel de Sa Majesté, c'est la diaspora est partie intégrante de la nation et je souhaite qu'elle y contribue fortement dans le cadre de ce nouveau modèle de développement que tout le monde connaît maintenant. Jamal Belakhrach, vous avez créé la maison de la diaspora quelques semaines après ce discours. Était-ce une coïncidence? Je vous remercie de poser la question parce que avec les preuves à l'appui, la Maison de la Diaspora a été créée en décembre 2021. En décembre 2021. C'est un projet qui était dans les cartons. Ouais, c'est un projet qui était dans les cartons depuis une dizaine d'années. Et avec des amis, on a décidé de le relancer il y a quasiment un an maintenant, quasiment un an. Et donc, le certificat officiel, nous l'avons eu au mois d'avril de cette année. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme, mais en même temps, le discours de Sa Majesté a été un accélérateur de motivation pour nous parce qu'on s'est dit que finalement, on a bien fait de penser à proposer quelque chose à la diaspora lorsque celle-ci décide de venir soit investir dans son pays, soit de venir vivre une partie de son expérience. Donc, c'est absolument pas de l'opportunisme, bien au contraire. Donc, ça a été quelque chose de réfléchi, mais c'était quelque chose qui était réfléchi. Pourquoi? Parce que Sa Majesté, régulièrement, appelle les parties prenantes, appelle la société civile à jouer un rôle sur ces questions-là. Donc, nous, aujourd'hui, on a entendu cet appel et on souhaite contribuer comme tous les autres ONG ou comme toutes les autres institutions, à faire en sorte que cette diaspora se sente, entre guillemets, aimée, attendue, et surtout que les droits et devoirs des uns et des autres soient respectés et qu'enfin, la différence soit un élément d'opportunité pour grandir ensemble et non pas un problème qui soit bloquant pour l'ensemble de la communauté. La différence soit une richesse. Alors, un mot maintenant sur le choix du terme diaspora que vous préférez à l'expression marocain résidant à l'étranger. En quoi cela est-il important à vos yeux? Pour moi, c'est fondamental. D'abord, tous les pays du monde qualifient leurs ressortissants qui vivent à travers le monde de diaspora. La diaspora est une définition simple. Aujourd'hui, c'est une communauté qui fait partie d'une nation qui vit à l'étranger, qui est dispersée à travers l'étranger, ce qui est le cas. Je regardais récemment les statistiques, peut-être que ça va vous surprendre, mais la diaspora marocaine, forte de ses 5,5 millions, 6 millions, on est la 6e diaspora à travers le monde. Devant, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez le Mexique, vous avez les Philippines, vous avez le Bangladesh. Et derrière, il y a les Marocains. Donc, c'est un actif important. Deuxièmement, il ne faut plus assigner ces Marocains à résidence. Aujourd'hui, ils sont anglais, ils sont français, ils sont allemands, mais d'origine marocaine. Et ça, c'est important. Parce qu'on l'a bien vu à travers la Coupe du Monde. Ces gens-là s'expriment dans leur langue de naissance sur place, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter cela. Et donc, le mot diaspora n'est absolument pas quelque chose qui est un élément marketing. Il n'assigne pas à résidence les gens, bien au contraire. Et dans le concert des nations, aujourd'hui, on rentre aussi dans cette dynamique statistique demain. Pourquoi se différencier? Et deuxièmement, encore une fois, ce terme, il a tellement évolué à travers les années qu'aujourd'hui, il faut rester avec un terme qui soit globalisant et qui nous fasse rentrer dans le concert de la mondialisation de la diaspora, et c'est tout. Donc, on ne va pas se différencier à chaque fois. Maintenant, je ne tiens pas à imposer quoi que ce soit, mais en tout cas, mes convictions, celles de mes amis, et en même temps, ce qu'il faut noter, c'est que la communauté qui vit à travers le monde se qualifie elle-même de diaspora. Et donc, c'est important d'être en connexion entre la communication de nos amis qui vivent à l'étranger et bien évidemment sur la politique publique qu'on va mener tous ensemble. Vous êtes à la tête de la maison de la diaspora marocaine. Quel sera le rôle justement de cette maison de la diaspora marocaine? Écoutez, c'est 4 objectifs qui sont très simples. Le premier, fondamentalement, c'est d'accueillir les investisseurs de la diaspora qui veulent être aidés, accompagnés, guidés vers les institutions dont c'est la charge. Nous n'avons pas vocation à faire à la place d'eux, bien au contraire. Par contre, lorsque vous arrivez au Maroc, vous avez besoin de gens qui ont les mêmes repères que vous, culturels, identitaires, et qui vont vous aider à gagner du temps et surtout à ne pas tomber sur des obstacles qui pourraient vous démobiliser. Premier élément.
Deuxième élément, c'est de faire en sorte que lorsqu'un Marocain de la diaspora qui vit dans un pays X, qui souhaite venir vivre une expérience d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pareil, de le guider et de l'accompagner pour qu'il puisse vivre son projet de vie de 3 4 ans, normalement, sans se poser de problème, mais surtout là aussi, qu'il soit accompagné pour qu'il ait un espèce de fast track pour ne pas faire d'erreurs, je dirais, d'aiguillage, et là aussi, être démobilisé et puis se démotiver, de se dire le Maroc, c'est pas pour moi. Le Maroc, c'est un pays extraordinaire lorsque l'on sait, entre guillemets, naviguer là où il faut pour arriver à nos objectifs. Premier objectif. Deuxième, c'est de créer un véritable network mondial en fonction des compétences des uns et des autres. Nous avons cette richesse, comme je le disais, c'est un actif, à peu près de 6 millions, je dirais, de Marocains qui vivent à travers le monde. Parmi ces 6 millions, vous avez au minimum 10 à 20% de gens qui sont super diplômés, et on a besoin de les identifier pour que demain, ils puissent contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution du pays. Quand je dis contribuer, ça ne veut pas dire pour qu'ils viennent systématiquement. Ils peuvent contribuer là où ils sont, sur des projets ou venir monter des projets. Troisième objectif, c'est de promouvoir le Maroc qui bouge. Aujourd'hui, très peu de membres de la communauté connaissent l'évolution de ce Maroc qui va assez vite dans certains domaines, pas assez vite dans d'autres et pas très vite dans certains autres également. Donc, promouvoir le Maroc, faire le marketing du Maroc à travers un véritable portail qui va être relativement important à travers aussi des événements de proximité dans les différents pays. Pour ce faire, on va s'appuyer sur des réseaux existants. Nous n'avons pas vocation à créer quelque chose de tentaculaire, bien évidemment, mais à nous associer avec nos chancelleries, avec les ONG qui existent. Et le dernier, c'est aussi faire un peu de plaidoyer lorsqu'il va s'agir de faire évoluer certaines règles institutionnelles, certaines règles législatives, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'immigration, elle est circulaire, le monde bouge, ben, il faut que nos textes bougent et ne soient pas, encore une fois, freinants, inhibants pour pouvoir venir investir et ressortir avec son argent lorsqu'il s'agit de repartir pour faire une deuxième expérience dans son pays de résidence. On va continuer à parler du rôle de cette diaspora. Je veux dire, que doit-on en attendre aujourd'hui? Parce que pendant des décennies, les Marocains du monde ont été cantonnés dans cette case de travailleurs partis pour un temps vendre leur force de travail au-delà des frontières du royaume, avec pour but de revenir dans leur pays une fois la retraite arrivée. Mais le profil aujourd'hui de cette population, qui compte un peu plus de 5 millions d'individus, a beaucoup changé, et leurs attentes également, j'imagine. Bien évidemment, ça c'était le profil des années 80-90, et encore une fois, c'est ce qu'a extraordinairement identifié Sa Majesté depuis des années, et le cours du 20 août est venu renforcer cette image. Je vous le disais tout à l'heure en préambule que la sociologie de cette diaspora avait changé. Donc les attentes de la diaspora aujourd'hui, c'est bien comprendre l'offre Maroc. Quelle est l'offre Maroc aujourd'hui pour investir? Quelle est l'offre Maroc aujourd'hui pour venir s'installer à courte période ou sur une longue période? Comment évolue ce Maroc? Donc de l'information, mais de l'information qui arrive. Et aujourd'hui, comme je le disais également tout à l'heure, grâce à la technologie aujourd'hui, l'information pourra aller chez les gens directement dans leur smartphone pour comprendre et voir comment ce pays évolue. Et surtout, mettre à disposition de véritables bourses de projets, d'investissement. Parce que déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 25 ans, le transfert de devises marocain a explosé. On atteint cette année certainement les 100 milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien. 100 millions d'euros, 100 millions de dollars à peu près, si on fait une équivalence. Ça veut dire que déjà, cette manne financière en devises, elle contribue beaucoup au fonctionnement du pays pour payer ses exportations pour une partie, mais aussi pour faire du social, puisque un bon nombre de MRE, ce qu'on appelle les MRE aujourd'hui, entre guillemets, contribuent à l'évolution et à la vie de leur famille qui est restée au Maroc. Donc je pense que si on améliore l'offre au Maroc, les transferts continueront à évoluer, le lien va se renforcer encore davantage, parce qu'encore une fois, il ne se distendra jamais. Mais en même temps, cette diaspora, sa principale attente, c'est qu'on l'accepte telle qu'elle est, qu'on n'essaye pas de la modeler pour qu'elle redevienne comme ceci ou qu'elle redevienne comme cela. On l'a bien vu encore une fois, cette pluralité à travers notre magnifique équipe de foot aujourd'hui, elle est plurielle. Elle est hollandaise, elle est allemande, elle est française, elle est espagnole, elle est américaine, elle est asiatique, elle est ceci. Donc,
comprendre cette intersociologie, cette intergénérationnalité, entre guillemets, c'est ça qui va faire la richesse de notre pays. Et notre pays, dans son développement aujourd'hui, avec la vitrine que nous avons eue sur cette Coupe du Monde, doit absolument capitaliser là-dessus pour s'appuyer sur sa diaspora qui a encore une fois envie de contribuer au nouveau modèle de développement. Nous aurons l'occasion de revenir largement sur la participation, sur l'exploit des Lions de l'Atlas durant la dernière Coupe du Monde. Mais nous allons continuer avec les plus diplômés qui sont titulaires d'un Bac+5 au-delà et qui représentent près de 20% de cette diaspora. Ils sont bien sûr ceux qui peuvent apporter en plus au Maroc, mais pour la plupart d'entre eux, un retour s'avère tout simplement inenvisageable. Comment pourrait-il, comment les mobiliser aujourd'hui? Encore une fois, je vais insister, c'est que d'abord, l'offre Maroc doit être adaptée à un retour potentiel. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, rentrer pour eux, c'est oh là là, ils ont peur de rentrer. Moi, vous savez, j'étais un peu kamikaze en 1997. J'ai grandi à l'étranger, je me suis marié là-bas, j'avais 3 enfants qui étaient nés là-bas. Donc, j'ai pris du jour au lendemain cette décision parce qu'une offre professionnelle m'était proposée. Mais c'est très compliqué de se réintégrer. Donc, je ne sais même pas si on se réintègre un jour. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est le sens qu'on donne à ce retour. De se dire, et moi le premier, à l'époque, je m'étais dit, je veux contribuer au développement de mon pays d'origine. D'accord? C'est important. Ça, c'est le driver, c'est la question du sens, de la raison d'être, d'un retour potentiel. En revanche, sur place, il faut que justement cet écosystème de réintégration soit totalement authentique et sincère, parce qu'au départ, on est plutôt vu comme un produit exotique, etc. Et après, on rentre dans le système et on est dans l'oubli. En fonction de son caractère, soit on se bat, soit on repart. Et moi, ce que je souhaite à travers notre initiative, c'est que les gens ne repartent pas, mais en tout cas, pendant qu'ils sont là, vivent bien leur réintégration. Et il y a beaucoup à faire dans cette offre Maroc, encore une fois, sur l'aspect fiscalité, sur l'aspect relation au travail, parce que souvent, ces jeunes de l'immigration qui rentrent dans leur pays d'origine pour l'expérience professionnelle sont perçus, je dis bien sont perçus comme des donneurs de leçons, sont pour eux, ce qu'on voit ici comme de l'irrespect, non, c'est juste une question de caractère, de communication, etc. Donc il y a un apprentissage, entre guillemets, à faire de part et d'autre, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas la diaspora c'est bien et les autres c'est pas bien, bien au contraire. Il faut faire des efforts de part et d'autre pour apprendre à se connaître aujourd'hui, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment cette empathie d'un côté comme de l'autre pour construire cette nation, parce qu'encore une fois, quand on a 6 millions d'âmes qui font partie de votre communauté à travers le monde, c'est un actif juste colossal. On l'a vu avec notre diaspora. Tout à l'heure, je vous le disais, la diaspora indienne, comment elle contribue, la chinoise, comment elle contribue, la Philippine, la Bangladeshi, les Mexicains, les Arméniens et autres, les Libanais. Donc, il faut juste structurer tout ça de manière, je dirais, à faire en sorte que cette communauté se dise, finalement, le Maroc, je peux y aller quand je veux, je reviens quand je veux, et c'est fluide. Et c'est ça ce à quoi on doit arriver tous collectivement. Justement, par rapport aux attentes des Marocains du monde, la question de la mobilité que vous venez d'évoquer vous tient particulièrement à cœur. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Écoutez, quand vous êtes anglo-marocain, germano-marocain, franco-marocain, hispano-marocain, vous arrivez à l'aéroport de Mohamed V, à peine vous mettez les pieds, vous perdez une partie de vos droits à l'identité de l'autre côté. Bien évidemment, ce qui est logique, puisque juridiquement, il ne s'agit pas, encore une fois, dans mon propos, de dire qu'il faut créer 2 citoyennetés. Il faut juste mettre en place des processus qui nous fassent intégrer que la mobilité, c'est le 21e siècle d'aujourd'hui, que la mobilité, c'est quelque chose qui est intrinsèque aux nouvelles générations, 3e, 4e, 5e génération, voire la 6e demain, et que le Maroc peut être une étape ponctuelle, comme il pourra être une étape durable. Mais le côté durable, c'est surtout nos parents aujourd'hui, mais pas les nouvelles générations, parce qu'elles veulent bouger aujourd'hui. Elles peuvent aller travailler à Singapour, aux États-Unis, au Canada, comme elles pourraient demain aller en Angleterre, en Suède.
c'est ce mindset-là qu'il faut avoir en tête, et cette doctrine à laquelle j'appelle de tous mes voeux, c'est qu'elle doit intégrer cette dynamique-là. Et auquel cas, il faut que nos textes soient adaptés à cette nouvelle façon de vivre l'immigration aujourd'hui, sans faire en sorte de couper le lien. Parce que sinon, ce à quoi on va arriver, c'est que le Maroc ne sera plus qu'un pays de villégiature, de vacances, point. Or, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus avec notre diaspora. Je rappelle que nous avons besoin de 8 à 10% de croissance par an pendant au moins 15 ans si on veut vraiment sortir des difficultés économiques que nous avons. Mais une des réponses, en tout cas pas la seule, mais une des réponses, c'est de trouver les moyens de sensibiliser la diaspora à ce qu'elle fasse l'effort de venir investir dans son pays d'origine, à venir y travailler, apporter de la compétence, du talent, parce qu'il y en a. Vous l'avez cité à travers le niveau de formation dorénavant, qui n'est plus celui des années 70-80, où nos parents sont partis avec leurs bras et simplement leurs bras. Aujourd'hui, nous avons des têtes, nous avons des cœurs, nous avons des tripes qui fassent que notre diaspora est devenue un actif stratégique pour le pays. Et c'est ça que nous a rappelé Sa Majesté lors du discours du 20 août. Jamal Belakha, j'aurais bien aimé qu'on évoque l'exploit, qu'on revienne sur l'exploit des Lions de l'Atlas lors du mondial qatari. On donne encore quelques minutes, donc on pourra donc en parler. Parce que quand on voit aujourd'hui la formidable mobilisation des Lions de l'Atlas lors de cette Coupe du Monde qui vient de s'achever, des joueurs dont une bonne partie sont issus de cette diaspora, on n'a pas vraiment l'impression que les liens soient si distendus avec leur patrie d'origine. C'est même tout le contraire. On a vu la fierté qu'ils avaient de porter ce maillot au point même de refuser les primes conséquentes auxquelles ils avaient droit du fait de leur formidable exploit. N'est-ce pas là un motif d'optimisme ? Ah, c'est plus qu'un motif d'optimisme. Ça, la première chose que je pourrais dire, c'est d'abord, c'est la récompense de la vision historique de Sa Majesté d'investir sur la diaspora, le premier élément. Le deuxième élément de ça, c'est le sens que le coach a donné à cette Coupe du Monde avec ses équipes. Je rappelle qu'il a eu une mission quasiment kamikaze en moins de quelques mois. Et pour construire cette équipe, il a donné du sens, il a donné une vision, il a donné une raison d'être, qui est celle de dire on n'est pas là pour jouer au football comme ça, on est là pour jouer pour notre pays. Troisième élément, qu'est-ce qu'il a su faire Walid Regragui aujourd'hui avec sa double culture? Je rappelle que lui-même est issu de Corbeil-Essonnes, qui n'était pas très loin de là où j'habitais moi-même. Il a créé aujourd'hui une dynamique entre des gens différents. Donc il a su réunir des talents, il a su leur parler un à un aujourd'hui. Quatrième élément de cette réussite, c'est aussi l'investissement que le Maroc a fait pour professionnaliser l'équipe nationale, lui donner des outils avec M. Rja, qui a effectivement mis le paquet autour de ces questions-là. Mais in fine, qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi à faire en sorte que plus de 8 milliards d'habitants, entre guillemets, même s'ils n'ont pas tous regardé le foot, maintenant savent où est le Maroc, qui est le Maroc et quelle valeur aujourd'hui portent le Maroc et les Marocains. Et donc, à travers cette cohésion qui a été initiée avec cette équipe issue de la diaspora, nous avons gagné des années d'avance sur notre positionnement marketing au niveau pour le tourisme, pour les investisseurs. Maintenant, il nous faut simplement non seulement rester optimistes, mais être réalistes pour dire comment on va capitaliser sur ça tous collectivement et non pas que ça s'effiloche. Et enfin, la symbolique autour des primes, elle est évidente et moi je ne suis pas surpris parce que, encore une fois, je vous dis, la marocanité des joueurs en général et de la diaspora en particulier, elle est dans le sang, ils sont nés à l'étranger, mais leur pays, on ne l'oublie jamais parce que nos parents passent leur temps à nous expliquer comment est le Maroc, qui est le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait. On fantasme, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une bonne raison d'être optimiste et de faire en sorte qu'on soit à la prochaine Coupe du Monde. Oui, c'est le Maroc des valeurs. En tout cas, Jamal Belakha, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison de la Diaspora marocaine. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. L'info se poursuit sur Médien TV et Médien TV Afrique.